À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, la commission reprend ses travaux. Nous en sommes rendus maintenant à l'organisme au bas de l'échelle, représenté par M. Vincent Chevary, responsable des dossiers politiques et des communications. M. Chevary, bienvenue à la commission des relations avec les citoyens. Nous allons donc entamer avec vous cette deuxième ronde de l'après-midi et vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé et nous allons par la suite échanger avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Pas besoin de me présenter. Les présentations sont faites. Avant de commencer, j'aimerais quand même, au nom de notre équipe et d'au bas de l'échelle, de remercier la Commission et ses membres de nous permettre de prendre la parole aujourd'hui et de partager publiquement la position de notre organisme concernant la planification de l'immigration. Donc, au bas de l'échelle est un groupe d'éducation populaire qui défend les droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués depuis 1975. Donc, depuis bientôt 50 ans, notre organisme est devenu une référence dans l'ensemble du Québec en matière de droit du travail, tout particulièrement en lien avec la loi sur les normes du travail et le harcèlement psychologique. Nous offrons notamment un service d'information téléphonique, des rencontres collectives d'information et des formations auprès de groupes, d'organismes et d'institutions scolaires. D'ailleurs, tous nos services offerts directement aux travailleurs et travailleuses sont gratuits. Bref, à chaque année, au bas de l'échelle informe des milliers de personnes non syndiquées de leurs droits et de leur protection, ainsi que des recours mis à leur disposition. Et par une approche d'éducation populaire, nous encourageons les travailleurs et travailleuses non syndiqués à faire respecter leurs droits, à se regrouper et à s'impliquer socialement pour améliorer leurs conditions de travail, autant que leurs conditions de vie. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la vision du gouvernement actuel en matière d'immigration est assez claire depuis 2019. Il faut prioriser l'immigration économique dans le but de répondre aux besoins économiques et d'accroître la prospérité du Québec. Malheureusement, même si au bas de l'échelle reconnaît que ce type d'immigration est important et non négligeable, on déplore le côté simpliste, utilisateur, réducteur et parfois incohérent de cette vision et des orientations qui en découlent. Et c'est un constat que partagent d'ailleurs beaucoup d'organisations syndicales et communautaires, comme pourront peut-être le montrer les présentes auditions. Donc, en réduisant l'immigration à une perspective économique, il est plus facile d'oublier l'énorme contribution des personnes issues d'autres catégories d'immigration dans le développement social, culturel, économique de la société québécoise. Pourtant, les événements des dernières années, notamment la pandémie de COVID-19, ont démontré l'apport considérable et essentiel des travailleurs et des travailleuses immigrants à la société québécoise. On peut penser au cas des anges gardiens qui ont mis leur propre vie en danger en fournissant des soins directs aux patients et aux patientes, ou encore les travailleuses et les travailleurs agricoles sur lesquels dépend maintenant notre système alimentaire. Alors que le Québec connaît une sous-fécondité et un vieillissement de sa population, au bas de l'échelle partage l'avis d'experts, de chercheurs et de chercheuses selon lequel, entre autres, il est justifié d'élever les seuils d'immigration pour tenter d'assurer la croissance démographique du Québec et aussi pour tenter de freiner la baisse de son poids démographique dans le reste du Canada. Ceci dit, pour au bas de l'échelle, il est fâchant et insensé de réduire la planification de l'immigration, qui constitue pourtant un projet global à long terme, à une simple réponse aux objectifs économiques et à la pénurie de main-d'œuvre. Il est donc important qu'une telle planification s'inscrive dans une vision beaucoup plus large qui prend en considération les multiples besoins du Québec, pas uniquement ceux économiques, qui respecte les valeurs sociales et égalitaires que nous défendons et qui respecte nos engagements internationaux sur le plan humanitaire. Je ne suis sûrement pas le premier à vous en parler. L'immigration, oui, c'est des chiffres, c'est des données, mais avant tout, c'est des histoires, c'est des témoignages, c'est des visages, c'est des familles. Donc, pour la mémoire, comme vous l'avez peut-être constaté, on a divisé selon certains enjeux qui, pour au bas de l'échelle, étaient relativement importants. Tout d'abord, je pense que c'est pertinent de faire un état des lieux dans le milieu communautaire. Depuis sa fondation, au bas de l'échelle s'est impliqué régulièrement dans des dossiers reliés à l'immigration, autant au Québec
qu'au Canada, notamment en coordonnant le Front de défense des non-syndiqués, le FDNS. Pardonnez-moi. Nous avons donc été aux premières loges pour observer les effets dans le monde du travail qu'ont eu les récentes transformations socio-démographiques au Québec, entre autres avec l'augmentation des nouvelles et des nouveaux arrivants. Par contre, depuis les 20 dernières années, le nombre de personnes immigrantes qui ont fait appel aux services d'au bas de l'échelle pour obtenir de l'aide et de l'information sur leur droit au travail a connu une forte progression. Le nombre de personnes immigrantes qui ont contacté, par exemple, notre service d'information pour lesquels nous avons un dossier ouvert a augmenté de manière graduelle depuis le début des années 2000, entre 32 et 44 % de nos bénéficiaires à chaque année. Selon nos dossiers, encore une fois, parmi les types de problèmes vécus par les personnes non syndiquées, qui sont classés d'ailleurs en 4 types de plaintes. On a les plaintes pécuniaires, les plaintes contre une pratique interdite, contre un congédiement injuste ou contre le harcèlement psychologique. Parmi ces plaintes-là, les cas de harcèlement psychologique et aussi de congédiement injuste sont devenus de plus en plus fréquents. Et comme je pourrais l'aborder plus tard, ça a notamment coïncidé avec une hausse de la discrimination en milieu de travail à l'endroit des personnes immigrantes. Pour ce qui est de nos formations, parce que comme je l'ai mentionné, au bas de l'échelle offre aussi de nombreuses formations, il y a eu une évolution du public qui a été rejoint par les dites formations, ce qui signifie que notre public a été de plus en plus composé de personnes immigrantes. On parle entre 32 % et 61 % des participants et participantes à chaque année. Certes, on reconnaît que le gouvernement actuel a mis en place certaines mesures permettant de faciliter l'accès à des services d'accueil et d'accompagnement pour les personnes immigrantes. Cependant, le constat d'au bas de l'échelle, qui semble être partagé dans le milieu communautaire, avec les données que je vous présente, et considérant aussi qu'il est fort probable que l'immigration continue d'augmenter, c'est que la part du milieu communautaire va être primordiale et nécessitera davantage de financement de la part de l'État. D'ailleurs, on reconnaît que dans son cahier de consultation, le MIFI en parle brièvement, mais parle quand même des services essentiels offerts par le milieu communautaire, ce qui nous a amené à postuler deux recommandations, qui soient d'augmenter et de pérenniser le financement des organismes communautaires qui soutiennent les personnes immigrantes et aussi de baser ce financement sur la mission des organismes et non pas sur des projets spécifiques. Ensuite, au niveau de l'intégration, je le mentionnais précédemment, l'accessibilité des services est extrêmement important parce que pour permettre aux personnes immigrantes de bien s'intégrer à la société d'accueil et pour encourager aussi la régionalisation de l'immigration, comme souhaite le faire le MIFI, le gouvernement doit offrir des conditions optimales en ayant des services de qualité, que ce soit des logements abordables, un bon système d'éducation, des emplois intéressants, des services d'employabilité, l'accessibilité des transports en commun, etc. Donc, malheureusement, sans une intervention de l'État, les personnes immigrantes doivent trop souvent porter seules le fardeau de leur intégration. Et on aurait aimé, dans le plan de consultation, que le gouvernement précise certains engagements et aussi des engagements plus forts en matière d'accessibilité aux services. Ce qui nous amène encore une fois à postuler deux recommandations, c'est-à-dire d'investir dans le développement de nos services, d'investir davantage, même dans le développement de nos services et de nos infrastructures, de manière à répondre adéquatement à l'accueil des personnes immigrantes, peu importe la région au Québec, et aussi offrir davantage de services en employabilité adaptés à toutes les personnes immigrantes qui sont en droit de travailler au Québec, peu importe leur statut. Même son cloche au niveau de la francisation. Encore une fois, on constate au bas de l'échelle, et encore une fois, c'est partagé dans le milieu communautaire, les délais pour avoir accès à la francisation et les démarches entreprises sont souvent très complexes, ce qui fait en sorte que... Il vous reste une minute. Ah oui. Donc voilà, on pourrait peut-être y revenir, mais on croit justement qu'entre autres, au niveau de la francisation, il faut supprimer le délai de 6 mois pour avoir accès aux services gouvernementaux dans d'autres langues que le français.
Et un point que j'aurais aimé aborder aussi, c'est les difficultés d'intégration des personnes immigrantes, parce que, comme on le mentionnait, comme je le mentionnais, ces personnes immigrantes occupent régulièrement des emplois instables, précaires et non syndiqués, et elles sont davantage victimes d'injustices dans leur milieu de travail, selon les données d'au bas de l'échelle, parce que, bon, elles sont trop souvent peu ou mal informées sur leurs droits et leurs protections, et aussi qu'elles vivent constamment sous le stress en raison de leur statut d'immigratoire, parfois incertain. Ce qui nous amène à postuler certaines recommandations que j'aurai peut-être la chance de rediscuter si mon chrono est... Bien sûr, vous allez avoir la chance parce que nous allons entamer la période de discussion justement avec les parlementaires. Alors, je me tourne du côté de l'aile gouvernementale. Madame la ministre, vous avez au total 16 minutes 30 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur Chevary, de prendre part à cette discussion, à cet échange fort important, d'un intérêt collectif aussi pour l'avenir du Québec. Vous mentionnez dans le cadre de votre mémoire là, que vous trouvez déplorable le manque d'organismes communautaires invités aux audiences publiques et à cette commission. Et vous dites que ça aurait été une belle occasion de leur donner la parole. Alors, permettez-moi d'être très clair. Personne n'a été empêché de participer à cette commission parlementaire. Absolument personne. Notre volonté, c'est d'entendre le spectre le plus large possible d'organismes, allant des organismes d'accompagnement, d'infrancisation, des organismes communautaires, jusqu'aux syndicats, aux établissements d'enseignement, aux entreprises, aux associations juridiques, aux associations économiques. Tout le monde est invité et nous avons entendu tout le monde. Et on a même veillé à accommoder plusieurs d'entre eux, dont votre groupe, pour faire en sorte de prendre la parole malgré que les délais impartis n'étaient pas respectés. Alors, je suis contente que vous soyez des nôtres aujourd'hui, mais j'aimerais apporter cette précision parce que c'est une commission à portée générale et de ce fait, nous entendons tout le monde. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous entendre et j'en profite pour saluer et reconnaître l'apport des organismes communautaires tels le vôtre dans la réussite du processus d'immigration des personnes qui choisissent le Québec pour se donner une nouvelle chance. D'ailleurs, peu après mon arrivée en poste, j'ai demandé rapidement à mon chef de cabinet d'organiser des rencontres avec la TCRI parce qu'il était très important pour moi d'avoir l'écho des gens qui sont sur le terrain, à accompagner au quotidien les personnes immigrantes, les demandeurs d'asile et de gérer un grand ensemble de situations, comme on le sait. Et on a d'ailleurs augmenté passablement nos ressources, les budgets octroyés aux activités qui sont portées par les organismes communautaires, les organismes d'accompagnement et d'intégration et de francisation également. Donc, voilà, je tenais à faire cette mise en perspective et je salue en fait l'ensemble des personnes qui œuvrent dans ces organisations parce qu'elles sont dévouées. Je les rencontre le plus régulièrement possible. J'en ai rencontré dans 15 différentes régions du Québec et systématiquement, j'ai vu des gens engagés, passionnés, qui se font les ambassadeurs du Québec de la meilleure façon que l'on puisse imaginer. Alors, je vous amène dans votre mémoire aux pages c'est 17 et 18, là, où vous recommandez, entre autres, de travailler avec le ministère du Travail pour encadrer le travail des personnes immigrantes. Vous recommandez, en fait, d'agir là, pour mieux prévenir la discrimination, les abus, développer des mesures, soit coercitives ou punitives, pour des employeurs fautifs. Alors, j'aimerais vous entendre sur des suggestions de mesures qui pourraient être mises en place par notre ministère, le MIFI, de manière à renforcer là, la prévention contre les comportements abusifs. Merci, Madame la ministre, de m'amener sur ce sujet-là. Ça me permet d'un peu continuer ma présentation. Avant de répondre à votre question, j'aimerais simplement préciser, comme je l'ai mentionné au début, on a vu une augmentation des gens qui nous ont appelés, des personnes immigrantes qui ont fait appel à nos services. On a vu aussi une augmentation des cas de congédiement injuste, des cas de harcèlement psychologique, comme je le mentionnais.
spécifiquement chez les personnes immigrantes, et aussi des cas de discrimination d'ailleurs. Je l'ai un peu moins abordé dans le mémoire et dans la présentation, mais aussi on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui avaient été victimes de harcèlement même sexuel, de discrimination à l'embauche. Donc, tout ça, c'est très déplorable. Et malheureusement, un des points, c'est que la loi sur les normes du travail, même si elle encadre le travail au Québec, a démontré historiquement qu'il y a encore aujourd'hui un certain pourcentage de travailleurs-travailleuses qui subissent des infractions en lien avec la LNT, ce qui nous démontre qu'elle n'est pas respectée encore à son plein, à son 100%. C'est le cas d'ailleurs aussi pour la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Au niveau de nos suggestions, on reprendra un peu les mêmes suggestions qu'on a abordées il y a de ça quelques mois dans le projet de loi sur le travail des enfants. Et ce qu'on disait, c'était essentiellement le même point, c'est que la CNESST doit prioriser, mettre de l'avant l'information, la sensibilisation, la prévention. On reconnaît qu'elle le fait déjà, mais considérant l'ampleur de la situation, considérant, comme on l'a mentionné, que l'immigration risque fortement d'augmenter encore dans les prochaines années, la CNESST et indirectement le ministère du Travail se doivent d'être plus proactifs à ce niveau-là. Je donnais l'exemple des activités d'information, de sensibilisation, de prévention, autant auprès des personnes immigrantes qu'auprès des employeurs et des entreprises. Il y a aussi un aspect punitif, coercitif, c'est-à-dire d'augmenter les amendes, de les rendre plus coercitives à l'endroit des employeurs qui sont récalcitrants en matière de droits des personnes immigrantes. Donc voilà, globalement, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse encore mieux encadrer et encore mieux faire respecter les droits de ces personnes-là qui sont très souvent marginalisées. Oui, et nous portons une grande attention justement aux personnes qui subissent des abus, de telle sorte qu'on puisse les soutenir et faire en sorte de limiter le plus possible ce type de situation. Sur la résidence permanente, à la page 22, vous recommandez de favoriser la résidence permanente pour les personnes qui sont déjà en sol québécois. Et c'est une chose qu'on a veillé à faire lors de la présentation de la réforme qu'on a faite à la fin mai pour les programmes d'immigration au Québec. Et dans cet ensemble de réformes, il y a notamment l'idée d'admettre potentiellement les étudiants internationaux via le programme PEC diplômé. Et je me demandais si ça constitue pour vous là, une bonne approche que celui qui est suggéré là, dans le scénario 2, puisque des étudiants qui seraient formés chez nous, qui ont un bon potentiel, qui ont un diplôme d'une institution québécoise, pourraient donc rester au Québec avec une formule en continu. Donc, aussitôt que les personnes cadreraient avec les critères qui seraient établis, ils pourraient accéder à la résidence permanente. Donc, est-ce que vous voyez d'un bon œil une orientation comme celle-là qui semble s'inscrire dans ce que vous souhaitez, que des gens qui soient déjà ici en sol québécois, déjà en processus d'intégration, puissent accéder plus facilement à la résidence permanente? Oui, tout à fait. Vous avez raison à ce niveau-là. Pour nous, ce serait un non-sens de ne pas miser davantage sur, comme vous le dites, les personnes immigrantes qui sont déjà ici au Québec, qui ont déjà commencé leur intégration, leur insertion professionnelle aussi, et dans bien des cas, leur apprentissage de la langue française. Donc, pour nous, effectivement, ce serait, ça concorde bien avec notre position. Position aussi facilitante pour des types
de personnes qui ont un statut temporaire et qui parviennent difficilement actuellement à se qualifier pour la résidence permanente parce qu'ils n'ont pas de diplôme, soit du collège ou de l'université. Donc, on a le volet 2 également du programme pour les travailleurs qualifiés qui viendrait permettre à des personnes ayant des compétences plus manuelles de se qualifier pour la résidence permanente. Donc, j'imagine que là aussi, vous trouvez que ça cadre avec ce que vous mettez de l'avant. Effectivement. Parfait, merci. À partir d'ici, je vais céder la parole à des collègues. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, nous allons poursuivre la discussion avec le député de Saint-Jean, c'est ce que je comprends? Oui. Oui, merci. La parole est à vous. Il vous reste 7 minutes 33 secondes. Vous avez vu et lu dans mes pensées, Madame la Présidente. C'était ma prochaine question. En parlant de questions, bonjour, M. Chevary. Bonjour. J'ai des questions pour vous, mais je suis curieux parce que vous aviez, à la fin, quand vous avez commencé à manquer de temps, vous avez dit 2 ou 3 sujets que vous espériez pouvoir aborder. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est les services gouvernementaux en d'autres langues. Expliquez-moi ça. Vous avez dit... J'ai pas souvenir d'avoir fait mention des services gouvernementaux en d'autres langues. C'est ce que j'avais cru comprendre, d'accord? Parce que vous aviez plusieurs sujets à la fin, puis vous les avez comme laissés... Oui, précipités. Oui, d'accord. Mais donc ça, c'en était pas un. D'accord. On revient donc à votre mémoire et à ce que vous avez soumis tout à l'heure à la Commission. À la page 14 de votre mémoire, vous recommandez de bonifier les modalités pour l'offre de cours de français à temps plein et à temps partiel, pour des considérations, dites-vous, dans le mémoire, de différentes réalités des personnes immigrantes. Sauf erreur, et la ministre me corrigera, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des cours en présentiel, en ligne, de jour, de soir, et tout récemment, dans l'actualité, vous avez peut-être vu passer, les parents qui auraient une charge familiale qui complexifierait encore l'accès à la francisation sont maintenant gérés entre guillemets, là, aidés par le ministère de la Famille pour bonifier et optimiser les services, les horaires des partenaires de la francisation. Donc, ma question, c'est quelles autres pistes ou quels autres moyens vous voyez qui sont nécessaires pour faciliter la francisation dans toutes ces expressions-là? C'est sûr et certain que par la mission d'au bas de l'échelle, l'aspect francisation fait un peu moins partie de notre travail. Ceci dit, on reçoit des témoignages, on collabore avec plusieurs syndicats, plusieurs organisations communautaires, dont certains ont témoigné, là, comme la TCRI, le CCTI, le RATMAC. Mais donc, par rapport à nos recommandations, puis ça, je pense que ça fait pour faire du pont là-dessus, je ramènerai aussi à notre première recommandation qui demande de venir clarifier le rôle, les ressources et les moyens de Francisation Québec. On reconnaît que c'est une avenue intéressante, puis ça va très probablement venir compléter, rejoindre ce que vous venez de mentionner, Monsieur le député. Mais donc, nous, on voyait l'intérêt pour le gouvernement de venir clarifier cet aspect-là. Et donc, un point qui est intéressant aussi, puis j'en parle, je ne sais plus trop à quelle page dans le mémoire, mais on l'a mentionné, les organismes communautaires, notamment en francisation, mais pas que, ont une démarche qui est intéressante dans la mesure où des fois, ça va être plus facile. Les échos qu'on a dans le milieu communautaire, sous toute réserve, c'est plus facile de venir rejoindre les personnes. Et ce qu'on nous dit, c'est que malheureusement, il y avait beaucoup, peut-être que ça a changé dans les derniers mois, dernière année, mais on avait quand même les échos comme quoi c'était relativement difficile pour les personnes immigrantes, pour les nouvelles et les nouveaux arrivants de venir bien moduler, de venir bien adapter leur horaire de travail, leur horaire de vie et d'inclure là-dedans des cours de francisation. Donc, pour revenir à mon point, dans le milieu communautaire, beaucoup d'organismes ont acquis une expertise, sont capables de venir rejoindre ces personnes-là et leur offrent aussi la possibilité de faire une immersion linguistique, de venir parler avec des gens d'autres nationalités, de tisser des liens, d'échanger dans un cadre qui va être
oui, formelles, mais des fois un peu plus informelles aussi. Pour en revenir à ce que vous sentiez ou ce que vous entendiez des critiques sur Francisation Québec, la ministre m'a cédé la parole. Alors, je ne prétends pas dire ce qu'elle vous dirait, mais je pense qu'elle vous dirait que le rodage, parce que ça a commencé le 1er juin, le rodage n'est pas terminé, mais que ça s'accélère et que ça prend en ce moment bon train et qu'il reste encore des étapes aussi à la mise en train, justement, mise en route de Francisation Québec. Alors, on va se dire que c'est des choses qui, en théorie, devraient se régler plus tôt que plus tard. Mais ça m'intéresse la partie communautaire parce que chez nous, entre autres, j'ai un organisme communautaire qui travaillait en alphabétisation et qui espère être capable de mettre l'épaule à la roue pour la francisation. Et ça fait exactement ce que vous venez de dire par rapport à la mise en commun et le regroupement de plusieurs nouveaux arrivants qui peuvent partager entre eux, mais aussi découvrir ensemble leur nouvelle communauté d'accueil. Et j'ai noté, puis je voulais juste que vous le sachiez, dans votre mémoire, vous soulignez, malgré au moment où vous parlez de l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants, vous dites que le PACI, qui subventionne les organismes communautaires, ce programme-là en particulier, vous le louangez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes content qu'il existe, puis vous êtes content qu'il finance des groupes communautaires. Et on est deux dans ce club-là, M. Chevary, parce que chez nous, l'ANCRE bénéficie d'aide du PACI et je peux voir régulièrement les progrès que ça fait faire aux nouveaux arrivants à chaque fois qu'on les rencontre à gauche ou à droite. Je vais terminer sur les moyens mis en place par votre organisme à vous pour accompagner les immigrants dans leur intégration à la société québécoise, parce que c'est une œuvre collective, l'accueil des nouveaux arrivants. Et vous aviez expliqué tout à l'heure que vous aviez beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup d'immigrants qui font appel à vos services. À part de répondre à leurs questions puis d'essayer de les aider, ça vous donne l'opportunité de mettre, comme je le disais, l'épaule à la roue, je présume. Oui, exactement. Nous, c'est sûr que notre organisme, contrairement à d'autres, ne fait pas d'accompagnement dans un futur proche. Nous, vraiment, on se spécialise dans notamment notre service d'information par téléphone, nos formations. Donc, je le mentionnais, peut-être j'aimerais revenir là-dessus parce que je l'ai mentionné très rapidement. Mais oui, vous le mentionnez, notre service d'information a connu une hausse assez marquante du nombre de dossiers ouverts par des personnes immigrantes. Au niveau de nos formations, je l'ai mentionné, on a vu une hausse dans notre public, mais aussi parallèlement, on a vu une hausse des demandes des organismes en employabilité, en francisation, en intégration à l'emploi. C'est aussi à cause de ça que maintenant, notre public est majoritairement composé de personnes immigrantes. On entretient beaucoup de liens dans le milieu communautaire avec des organismes qui œuvrent dans ces 3 domaines-là reliés à l'immigration. Merci beaucoup, M. Chevary. Merci pour cette première ronde de discussion. Je me tourne du côté de l'opposition officielle et c'est la députée de Chaumédé. Vous bénéficiez, Madame la députée, d'une période de 12 minutes 23 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. J'ai vraiment bien aimé lire votre présentation. Ça fait quelques jours, on rencontre beaucoup de groupes et puis c'est vraiment intéressant de voir tout, mais c'est celui que vous présentez aujourd'hui, c'est plus basé sur le côté humain. Puis j'apprécie beaucoup votre présence aujourd'hui. Pour moi, et puis je suis sûre pour nous tous, notre qualité de vie au Québec est importante pour nous. Et avoir les immigrants arriver et prendre la relève, mais c'est pour continuer notre qualité de vie, mais à titre égal, il faut les traiter au même niveau, donc il faut leur donner la qualité de vie aussi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et puis, d'après ce que je comprends dans vos propos, l'immigration doit être un projet inclusif et ne doit pas être uniquement basé sur des critères économiques. L'immigration n'est pas un problème, mais une solution. Il faut mettre plus de ressources pour accueillir les regroupements familiaux et les réfugiés et leur permettre d'être intégrés rapidement dans la société québécoise, parce qu'en ce moment,
Ça se peut qu'ils ne travaillent pas, difficulté de logement. Donc, il y a beaucoup de problèmes que vous avez mentionnés. Donc, il faut faciliter l'employabilité de l'ensemble de ces nouveaux arrivants, pas une catégorie et non l'autre. Il faut traiter tous de la même manière. Donc, pas juste les permanents, comme vous l'avez dit. Vous trouvez que la francisation Québec n'est pas optimale. Et il faut simplifier et bonifier la francisation partout au Québec, surtout dans les régions éloignées. Est-ce que vous pouvez élaborer sur la francisation Québec que vous ne trouvez pas optimale? J'aimerais entendre un peu plus votre opinion là-dessus, de votre regroupement, s'il vous plaît. Oui, malheureusement, comme je l'ai mentionné, nous, ce sont des échos qu'on a, des témoignages qu'on a de la part de travailleurs, travailleuses qui ont dû passer par des services ou qui passent présentement par des services de francisation, que ce soit avec le gouvernement ou avec les organismes communautaires. Donc, c'est difficile pour nous de se prononcer de manière plus précise. Ceci dit, je peux me répéter à ce sujet-là, les échos qu'on a de nos partenaires, des campagnes sur lesquelles on travaille, des regroupements desquels au bas de l'échelle est membre. Puis je dis ça sous toute réserve parce qu'effectivement, comme M. le député l'a mentionné, il y a certains projets, notamment Francisation Québec, qui est en branle, donc les résultats devraient être... on devrait avoir des conclusions prochainement. Mais donc, ceci dit, pour ce qui est des échos qu'on a, c'est beaucoup les organismes, on le sait, sont épuisés. Les organismes communautaires sont épuisés, mais continuent tout de même à essayer à faire des pieds et des mains pour apporter cette aide-là, pour permettre à ces personnes immigrantes d'échanger, comme je mentionnais, de vivre une immersion linguistique. Et donc, pour beaucoup de personnes qui passent par la francisation auprès des services gouvernementaux, bien, on voit quand même qu'il y a un écart entre ce qu'on vit, nous, ici, ce dont on est témoin, plutôt, ici à Montréal, et ce qu'on voit dans d'autres villes, dans d'autres centres urbains, dans des centres urbains plus petits. Donc, voilà, il y a un rebalancement à faire, disons, mais j'ose pas trop me prononcer parce que, comme je le mentionnais, la francisation, c'est moins le travail d'au bas de l'échelle. Ça rejoint même notre travail. Vous avez mentionné dans votre mémoire que la condition de 6 mois, il faut l'abolir. Pourquoi vous dites ça? Sur quoi? Vous vous basez sur quoi? On se base encore une fois sur les témoignages qu'on reçoit, les témoignages qui nous frappent en plein visage parfois parce que ce sont des personnes, je le mentionnais en mémoire, mais les personnes immigrantes, puis on n'est définitivement pas le seul organisme communautaire à l'avoir mentionné, les personnes immigrantes vivent des réalités qui sont tellement différentes, qui sont tellement uniques, qui sont tellement à l'opposé bien souvent de ce que nous, on vit ici. Et donc, dans les 6 premiers mois, puis même dans les premières années, on voit que c'est difficile, on voit que, oui, il y a des beaux parcours, puis on est témoin de ça, puis on ne peut pas le nier. Toutefois, il y a ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup aussi, malheureusement, puis ça c'est la grande majorité, que leur intégration, leur insertion prend beaucoup plus de temps que le 6 mois okay. qui est inclus présentement, qui est promu par le gouvernement. Donc, on croit au bas de l'échelle que d'enlever cette limite-là pour les personnes immigrantes, les nouvelles arrivants qui sont en phase d'intégration, ça leur permettrait d'avoir un peu de répit et de pouvoir se concentrer sur tous les aspects de leur vie, que ce soit le travail avec leur insertion professionnelle, trouver un logement, faire vivre la famille, tout ce qui est alimentation, tout ça, bref, ça fait partie des enjeux auxquels ils sont confrontés. Je comprends. Je suis migrante. Et puis, quand on est arrivé avec mes parents, mon père a travaillé tout de suite parce qu'il fallait vivre la famille. Ma mère est allée dans des cours de francisation
mais il n'y avait pas ce stress-là que tu as une limite à apprendre. Je comprends, le 6 mois, c'est stressant pour des nouveaux arrivants qui veulent... Tu sais, ils viennent dans un pays occidentaux, Canada, Québec, donc c'est trop strict, 6 mois. Donc, mettre une limite de l'apprentissage de la langue et l'amélioration de la langue, je pense que c'est trop. On n'avait pas de limite. On était content d'être au Québec et apprendre et vivre et faire partie du Québec. Donc, je comprends que le 6 mois, ça n'a pas d'allure. C'est pas une loi, une règle qui pourrait faire partie dans un pays, une province démocratique. Personnellement, avoir vécu, j'ai appris à l'école, ma mère a appris, mon père a appris plus longtemps, mais on a réussi, toute la famille, on a réussi. Donc, je comprends cette partie-là, les 6 mois-là, c'est pas nécessaire. Est-ce que vous pensez qu'on utilise la francisation et le français, pourtant très important, parce que c'est la langue du Québec, mais est-ce qu'on met ça comme un bâton dans les roues pour les gens qui vont venir de l'extérieur pour immigrer ici, et puis une fois ici, bien là, c'est sûr, tout le monde veut l'apprendre, le français. Les immigrants qui arrivent, n'importe quel statut. On reçoit beaucoup d'appels à mon bureau. À Chomedey, on en a des immigrants, des sans-papiers, des réfugiés. Donc, quand ils n'ont pas de réponses sur l'Internet ou par téléphone, bien, ils nous appellent. Donc, je comprends l'importance de la francisation, mais est-ce que vous trouvez que c'est un bâton dans les roues toutes ces exigences-là de français, vite, rapide et avant? On ne serait pas prêt à dire que toutes les dispositions, que toutes les mesures sont occasionnent des obstacles pour les personnes immigrantes. On l'a mentionné dans le mémoire, le délai de 6 mois, c'est un point qui, pour nous, est assez important. Mais il y a aussi, encore une fois, c'est... ce qu'on entend auprès d'organismes partenaires, auprès de certaines personnes immigrantes qui nous contactent, c'est aussi des fois les niveaux d'exigence pour avoir accès à la résidence permanente ou que ce soit pour faire avancer leur dossier d'immigration. Très souvent, les exigences l'exigence 7, en fait, est très élevée, ce qui représente une difficulté même pour des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration, pour être honnête. Donc, il y a ce type de mesures-là qui peuvent poser un bâton dans les roues, mais en général, on le mentionnait dans la partie de notre mémoire sur la francisation, au bas de l'échelle reconnaît l'importance de la francisation puis de l'apprentissage de la langue française. Vous l'avez mentionné, on est d'accord là-dessus, puis c'est un combat qui doit être mené autant par le gouvernement que par les organismes communautaires. Absolument, je suis d'accord avec vous. À Chomedey, chez moi, il y a beaucoup d'organismes aussi qui viennent en aide, donc vous êtes très important pour la société québécoise parce que vous guidez, vous accompagnez les immigrants. À Chomedey, nous avons Carrefour Interculture de Laval. Je les visite souvent et je sais le travail que vous menez. Qu'est-ce que vous pensez? Vous parlez de rehausser les cibles d'accueil pour l'immigration humanitaire et les regroupements familial pour la période 2024-27. Je sais, j'ai beaucoup de familles dans mon comté qui aimeraient avoir leurs membres de famille, le regroupement et amener des travailleurs avec le regroupement familial. De ce fait, moins les besoins de logement et accompagnement plus facile par les membres des familles. Qu'en pensez-vous de ça? On l'a mentionné dans notre mémoire, je me souviens plus exactement à quel endroit, mais on est bien conscient que le dossier de l'immigration est un dossier qui est complexe, entre autres parce que les compétences sont partagées entre le fédéral et le gouvernement du Québec. Ceci dit, on l'a vu avec l'accord Ottawa-Québec de 1991, le gouvernement du Québec est en mesure de gagner, de négocier certains engagements
Puis avant de répondre à cette partie de la question, juste faire un point aussi sur le permis de travail fermé. Nous, on le voit dans le même optique que, oui, on sait que c'est une compétence qui est fédérale. On sait que ça ne se réglera pas ici, mais on souhaite quand même, puis ça fait partie de nos recommandations fortes d'ailleurs, que le gouvernement du Québec mette de la pression sur le gouvernement fédéral pour abolir les permis fermés. On l'a vu dans l'actualité récemment avec le rapporteur de l'ONU qui a passé 2 semaines au Canada. Dans les dernières années, on a vu des cas d'accidents de travail, de décès malheureusement de travailleuses temporaires qui étaient avec des permis fermés et qui ont aussi souvent dû passer par des employeurs toxiques, des abus. Donc, il y a ça aussi je pense, qui est un point important. Oui, très important. On a entendu ça hier, beaucoup de cas vraiment très tristes. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, Madame la députée. On termine cette portion de discussion avec la deuxième opposition pour une période de 4 minutes 8 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup pour votre mémoire et votre présentation. Vous en parliez avant de finir, abolir le permis de travail fermé. C'est une discussion qu'on a depuis quelques jours maintenant. J'ai soumis à cette commission un mandat d'initiative pour qu'on en parle. Il y a un article du Devoir de ce matin notamment qui en parle de notre proposition. Et j'ai lu récemment que les libéraux ont confirmé leur appui aussi. Donc, dans l'espoir que la ministre en fera de même et qu'on puisse avoir un mandat d'initiative sur la question des permis de travail fermés, je le souhaite. Vous avez parlé d'hausser les cibles en familial et en humanitaire. Le document de la planification mentionne 12 mois comme objectif de délai de traitement dans l'économique. C'est un objectif qu'on veut se donner du côté gouvernemental, mais il n'y a aucun objectif pour l'humanitaire, pour le refuge, où les seuils peuvent monter jusqu'à 25 ans, même jusqu'à aussi 3 ans pour les familles. Alors, ma question pour vous, c'est comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui méritent des délais plus longs que d'autres? Comment ça se fait que les individus ne sont pas égaux là-dedans? Et moi, j'ai toujours pensé en tant que juriste que les individus étaient égaux. Il me semble que là, on a 2 délais de traitement différenciés pour des individus. J'aimerais répondre à votre question, j'aimerais avoir la réponse, mais même pour nous, des fois, c'est difficile de comprendre cette disparité de traitement-là. Je l'ai mentionné au tout début, mais au bas de l'échelle, surtout à travers le Front de défense des non-syndiqués, milite encore pour les droits, pour la reconnaissance de droits des travailleuses temporaires. Ça, pour nous, c'est un exemple frappant parce que ces personnes-là viennent de manière temporaire combler des besoins qui, finalement, sont récurrents et sont récurrents à chaque année. Et donc, de voir qu'il y a cette disparité de traitement-là, cette disparité dans le traitement des dossiers, on trouve ça un peu difficile à comprendre. Puis on l'a vu depuis les 20 dernières années que la proportion de travailleuses temporaires a augmenté jusqu'à un point où maintenant elle est plus élevée, depuis 2008, je crois, elle est plus élevée que le nombre de résidentes permanents. Mais donc, puis on a eu des cas aussi dans l'actualité, dans les dernières années, du gouvernement qui agit rapidement. On l'a reconnu. On prend l'exemple des réfugiés ukrainiennes tout récemment. Donc, il y a comme il y a un 2 poids, 2 mesures. Puis, et quel message, si vous permettez, quel message ça envoie ça à votre clientèle quand ils lisent dans le journal, quand on ouvre le Devoir, puis qu'on lit 25 ans d'attente pour la résidence? Quel message ça envoie à votre clientèle? Bien, ça envoie le message que les personnes immigrantes ne sont pas tous et toutes égaux et ne sont pas tous et toutes valorisés pour le gouvernement. Je l'ai mentionné au début du mémoire, au début de la présentation, mais l'immigration économique, parce qu'elle est priorisée, fait en sorte que ce sont malheureusement les travailleuses qui favorisent les besoins économiques, qui comblent les besoins économiques qui vont être priorisés.
Et donc, voilà, de savoir que des procédures vont parfois être rapides et efficaces, mais dans d'autres cas, extrêmement lentes et paralysées, c'est très décevant. Donc, vous soutenez qu'il devrait y avoir un délai de traitement uniforme pour toutes les catégories, que tout le monde soit égaux. Si on a un objectif de 12 mois, on l'a pour tout le monde, puis il n'y en a pas qui doivent attendre 25 ans. Tout à fait, tout à fait. En terminant, allez-y. Allez-y. J'allais rajouter que les événements des dernières années ont démontré que autant le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial a la capacité de le faire. Donc, merci beaucoup. Tout ce qu'il faut, c'est de la volonté politique. Le temps est terminé. Merci beaucoup de la part aux travaux de notre commission. Alors, mesdames et messieurs les élus, nous allons suspendre quelques instants le temps de recevoir le prochain groupe. Merci.